Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va patienter un tout petit peu pour attendre les quelques-uns qui se connecteraient avec un peu de retard. On attend une minute et puis on va démarrer. On y va. Bon, je propose qu'on commence parce que c'est toujours mieux pour ceux qui sont arrivés à l'heure, voire même un peu en avance, qu'on commence à l'heure. Donc bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez quelle est l'empreinte carbone moyenne d'une réunion en ligne ou quelle est en moyenne la consommation d'une minute d'échange en audio uniquement. Voilà, si vous restez avec nous pendant ce webinaire, peut-être que vous aurez le moyen de savoir, d'avoir la réponse. Donc, je suis très heureuse de vous avoir avec nous ce matin pour vous présenter effectivement la fresque du collaborateur éco-responsable. Donc, ce webinaire va être enregistré et on vous enverra ensuite les slides que nous allons partager. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de capture d'écran et on vous enverra également l'enregistrement. Et vous pouvez poser des questions en utilisant l'onglet questions au fur et à mesure et on répondra donc aux questions à la fin de notre intervention, donc à moi et Patricia qui m'accompagne dans ce webinaire. Donc, comme vous le savez sans doute, Colliers est donc un spécialiste du conseil en immobilier d'entreprise, avec depuis toujours, j'allais dire, une certitude, c'est que l'immobilier, c'est avant tout un enjeu humain. Voilà, on travaille pour des hommes et des femmes dans leur environnement de travail. Et donc, il faut les accompagner dans cette transformation des lieux et modes de travail. Et c'est vraiment crucial de les accompagner pour que, à la fois l'entreprise et le collaborateur aient le sentiment que leurs activités sont bien soutenues au quotidien pour réaliser leur mission dans l'entreprise. Donc, je pense que tous autour de cette table, vous savez qu'il y a vraiment urgence à devenir des acteurs réels acteurs des enjeux climatiques pour qu'on puisse limiter sa dégradation. Ça ne s'arrange pas. Je lisais encore il y a quelques semaines dans une étude qui a été publiée par le CNRS que 62% des Français étaient déjà exposés à des risques climatiques. C'est énorme. Et comme vous le voyez, on a des objectifs qui nous concernent tous sous les yeux et qui nous interpellent particulièrement, en particulier souvent celui du 2 tonnes de CO2 par personne en moyenne, sachant qu'aujourd'hui on est à 10 tonnes en moyenne, donc on est tous concernés. Peut-être rappeler que l'immobilier tertiaire est un des responsables les plus importants en fait de la consommation d'énergie en France, puisqu'il est responsable de 30% de cette consommation d'énergie. Et que pour ce qui est de ces enjeux climatiques, la France s'est engagée particulièrement puisqu'elle a, en juillet 2019, promulgué le décret tertiaire. Ce décret concernant tous les propriétaires et les locataires de biens de plus de 1000 mètres carrés à s'engager dans la réduction de leur empreinte carbone pour tendre à la neutralité donc carbone en 2050. Avec une première étape importante et qui vient vite, puisque 2030 c'est quand même très proche, de réduire de 40% donc la consommation énergétique avec
donc nos actifs immobiliers. Donc, les acteurs de l'environnement immobilier sont contraints, hein, puisque voilà, il y aura des sanctions possibles, des indicateurs qui permettront de connaître quelles sont les actions lancées par les entreprises dans ce domaine. Donc, voilà, tout ça pour bien mettre en avant que dans le domaine du tertiaire, effectivement, on a tous, pour ceux qui sont concernés de près ou de loin, on a des objectifs importants. Pour atteindre ces objectifs, bien évidemment, il y a 60% de l'atteinte des objectifs de réduction de la consommation énergétique va dépendre de la performance, de l'amélioration de la performance des bâtiments. Hein, donc, en faisant des travaux d'importance plus ou moins grande, en revoyant les équipements, en rationalisant aussi la façon dont on occupe, voire en optimisant, je préfère, mais même la façon dont on va occuper les surfaces, les actifs immobiliers. Et donc, ça va nécessiter de plus en plus de collaboration entre le preneur et le bailleur pour mettre en place des plans d'action qui vont concerner toute la vie du bâtiment, depuis les études préalables, sa construction, mais aussi sa vie au quotidien. Voilà, on peut noter un fait assez intéressant, c'est que dans plusieurs baux que l'on a pu récemment voir, on intègre des comités verts annuels qui sont là pour justement veiller à ce que l'empreinte carbone de l'actif soit bien sous contrôle et soit bien au cœur des préoccupations de chacun. Donc c'est un sujet bâtimentaire, bien évidemment, dans notre domaine qui est l'immobilier, mais pas que. Hein, c'est aussi très lié au comportement. C'est bien d'avoir des labels de construction qu'on peut montrer, mais il faut que ça puisse se poursuivre dans le cadre de la vie du bâtiment. Et on sait que la façon dont on va se comporter dans ce bâtiment, dont on va le maintenir, dont on va le faire vivre, peut jouer de plus en plus. On estime que ça va compter à 40% aussi de la réduction de l'empreinte carbone d'un actif. Voilà. Donc, par ailleurs, on le sait, hein, et je pense que vous tous qui êtes là en êtes conscients, de plus en plus les salariés sont sensibles à ces sujets donc de ce que font les entreprises pour réduire l'empreinte carbone et s'engager en fait dans cette responsabilisation vis-à-vis de ce sujet. Et donc, on le voit ici, hein, 80% des salariés veulent un travail en adéquation avec le défi climatique. Et donc, voilà, ça va dans ce sens de se dire non seulement l'entreprise a des actions, effectivement, dans son activité propre pour aller dans le sens de la réduction de l'empreinte carbone, mais elle a aussi choisi un environnement de travail qui est quand même plus notre sujet, qui va correspondre aussi à leurs engagements pour le futur. Et c'est donc dans ce contexte que nous, chez Colliers, voilà, on a réfléchi, enfin, on est convaincu qu'on a une action à jouer dans ce sujet des environnements de travail et dans l'engagement autour du défi climatique. Et comme le rappelait le président du GIEC il y a quelque temps, tout n'est pas perdu. On a encore voilà, de l'espoir et on a des savoir-faire, des technologies, voilà, beaucoup de choses qui sont à notre disposition et qu'on peut mobiliser tous à notre niveau pour pouvoir agir dans le bon sens. Donc, voilà, c'est en 2022, dans ce contexte, voilà, avec une forte ambition, c'est vrai que dans mon équipe, on est nombreux à vouloir s'engager aussi bien à titre personnel que professionnel sur ces sujets, on s'est fixé comme mission, en fait, de faire évoluer concrètement les comportements de chacun pour un impact positif et durable du quotidien sur le lieu de travail. Donc,
voilà, on a travaillé sur notre mission à nous, équipe, si je puis dire. On pourrait dire qu'on est équipe à mission. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le sens de cette mission qu'on s'était fixée. Et c'est de là qu'est née l'idée de la fresque du collaborateur éco-responsable, donc qui vient de naître là il y a quelques semaines, et grâce à la participation très active de Patricia qui est donc avec moi ce matin et que je tiens à remercier parce que c'est vrai que sans elle on n'aurait sans doute pas été peut-être pas jusqu'au bout de cette démarche qui s'est inscrite, comme le dira Patricia plus tard, dans des démarches d'innovation de l'entreprise. Voilà, donc je vais passer la parole à Patricia et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prendra vos questions en fin d'intervention. Merci Frédéric pour ces propos. Alors, nous ont sans doute éclairé sur une conviction à nous engager dans cette démarche. C'est vrai que Frédéric l'a rappelé, c'est à la fois des convictions professionnelles et personnelles, parce que bien évidemment, on a voulu faire le lien entre les deux. La démarche d'innovation d'entreprise qui s'appelle la petite fabrique, qui est reconduite cette année, nous a amené en fait à vraiment confirmer le besoin de nos clients. C'est vrai que cette démarche d'innovation, elle est vraiment portée sur la compréhension du besoin client. Et pour nous, évidemment, dans le cadre de nos activités, c'était important de comprendre en quoi des actions individuelles, parce qu'on était fermement convaincus, et particulièrement avec Frédéric, de se dire que l'action individuelle pouvait être évidemment très contributive aux enjeux environnementaux qui se jouent aussi sur le lieu de travail. Parce que souvent, ce sont des enjeux sur lesquels les collaborateurs peuvent se dire, finalement, l'entreprise a mené un plan RSE, a mis en place des actions, par exemple de mobilité ou autre. Donc finalement, cette responsabilité, elle est peut-être plus à la main de l'entreprise. Or, nous, on est vraiment convaincus que l'individu, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que professionnel et salarié, a un rôle à jouer. Donc nous, vraiment, il y avait la volonté de susciter une mobilisation écologique forte des salariés, vraiment à titre individuel et collectif. Il y a un point important dans ce qu'a rappelé Frédéric tout à l'heure. Pour nous, l'urgence climatique nous a semblé un point essentiel, c'est-à-dire que vous le verrez à travers ce qu'on vous présentera, à travers les différentes fiches, on traite aussi bien des sujets de réduction d'énergie, d'impact de CO2, ou vous le verrez aussi, ça peut être tout simplement des comportements qui peuvent être par exemple alimentaires. Donc vous le verrez, on essaye de traiter vraiment différents pans en fait de notre vie au quotidien, que ce soit donc, évidemment qui sont liés à l'environnement de travail et puis à l'objectif prioritaire, donc Frédéric l'a aussi rappelé. Certes, il y a urgence, mais il y a aussi d'espoir. Et nous, on aime bien prendre l'image du colibri, qui, pour ceux qui connaissent la légende, certes, effectivement, il contribue un petit peu, mais petit à petit, si on est plusieurs colibris à contribuer un petit peu tous les jours, un peu plus, on est certain qu'on arrivera à éteindre l'incendie. Voilà, en tous les cas, on le souhaite. Donc, par rapport aux objectifs de la démarche, donc, vous le voyez à travers ces éléments, donc il y a vraiment une phase qui nous semble très importante, c'est qu'il y a évidemment beaucoup d'informations sur ces sujets, qui sont de multiples informations. Et l'objectif, c'est pas de se dire que nous, on est plus sachants que d'autres, c'est vraiment d'essayer de ramener ces sujets de façon très simple, avec des informations qui, vous le verrez aussi, sont étayées, donc qui ont différentes sources, on en reparlera juste après, mais qui sont là pour vraiment sensibiliser aux différentes activités dans la journée, donc dans une journée de travail, on le verra tout à l'heure à travers le jeu, et puis de comprendre quel impact ça a. Je vous ai dit, on s'est vraiment attaché encore une fois, parce qu'on parle beaucoup d'impact CO2, mais il y a aussi la réduction énergétique qui est fortement contributrice. Donc, c'est vraiment cette conscientisation en fait de ce qui se joue et des défis qui sont à mener, et aussi de travailler en groupe et de créer aussi des communautés autour de ces sujets, parce qu'on croit beaucoup aussi en la communauté collective sur ces sujets en interne pour se dire, ensemble, trouvons des bonnes pratiques. On n'est pas donneur de leçons. En aucun cas, on pourra se dire, c'est mieux d'agir comme ça ou non. Comme vous le savez aussi, les informations sur ces sujets évoluent quasiment quotidiennement. Donc, le chiffre qu'on va publier à un moment donné ne va pas être peut-être le même le lendemain, donc il faut être aussi modeste par rapport à cette approche. Mais c'est vraiment, vous verrez, une conscientisation macro pour que on reste marqué par des éléments et se dire demain, je vais essayer de faire différemment, même si c'est encore une fois une petite action. Il ne faut pas la dévaloriser. Donc, par rapport à la fresque, concrètement, ce que c'est, alors on a voulu juste vous indiquer quelques éléments pratiques. Donc, c'est plutôt un atelier qui se réalise entre 2h30 à 3 heures de temps, donc organisé plutôt dans les locaux, évidemment, des entreprises ou organisations qu'on accompagne. Un maximum de 12 personnes, parce que c'est vrai que vous le verrez, il y a des temps d'échange. On a besoin également de réfléchir ensemble sur les bonnes pratiques à trouver. Donc, il
faut pas être trop nombreux pour laisser la parole à chacun. Et puis on le sait que parfois, sur ce type d'atelier, il y a des participants évidemment qui sont plus porteurs, notamment sur les sujets RSE. Donc nous, on veut aussi laisser la place à chacun, à même ceux qui ne sont pas trop sachants sur ces sujets. Et donc vraiment, l'idée, c'est d'identifier, effectivement, de partager ces infos pour effectivement bien échanger ensemble, et ensuite définir une charte des bonnes pratiques. Donc on est certifié Calliope depuis maintenant 2 mois, peut-être. Voilà, un peu plus de 2 mois. Donc ça signifie que cette formation peut intégrer effectivement des plans effectivement que vous pouvez mener en termes de formation. Donc on est certifié officiellement Calliope, et cette fresque du collaborateur éco-responsable s'inscrit dans nos modules de formation. Je tenais à vous le préciser également. Donc un petit point avant de passer à la démo, simplement, parce que les questions nous ont été posées avec des clients avec lesquels on a déjà échangé ou avec lesquels nous avons déjà réalisé cette fresque, c'est qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire que vous allez voir, nous, l'objectif prioritaire avec les ateliers qu'on va mener, c'est de définir une charte de bonnes pratiques liée aux participants. Donc vraiment, effectivement, se dire, ensemble, ils vont porter effectivement une charte qu'ils peuvent être amenés à porter au sein de leur équipe, même au sein de leur entreprise et pourquoi pas auprès du responsable RSE. Donc, ce qu'on propose également ensuite, c'est que selon la maturité en fait des clients et des organisations que nous accompagnons sur ces sujets, certains nous rencontrent, nous disent nous on est déjà assez matures sur certains sujets, sur d'autres moins. Donc par exemple, ça va être surtout sur des pratiques de travail, comment on peut optimiser, effectivement être plus éco-responsable lors d'une réunion, par exemple. Donc on va le voir juste après. Donc on peut accompagner aussi plus concrètement par rapport à ces sujets-là avec un réseau d'experts que nous avons dans l'équipe stratégie d'innovation. Et puis également, parce que Frédéric l'a rappelé, réaliser un atelier ou être certifié à un moment donné, en fait, n'est pas très utile si c'est pas suivi dans le temps. Voilà. Pour nous, on reste persuadé que ce qui compte, c'est l'accompagnement. C'est ce qu'on promeut aussi dans les accompagnements sur les environnements de travail, c'est apprendre à mieux utiliser effectivement les environnements de travail après et dans le temps, surtout parce qu'on sait que les habitudes se prennent dans la durée. Donc voilà, c'est simplement pour préciser qu'on peut effectivement aller plus loin, au-delà de l'atelier, pour accompagner les organisations de façon différente. Donc, nous allons passer à la démonstration. Alors, je suis désolée, je vais juste faire une petite manipulation pour vous présenter une petite vidéo. Voilà. Donc, ça marche, tout bien, j'ai une équipe formidable en face de moi. Voilà, donc tout d'abord pour vous présenter le matériel pédagogique de cet atelier. Donc, vous le voyez à l'écran, on a donc un plateau, on appelle un plateau de jeu, avec, vous le voyez, il y a 9 situations finalement d'activité au bureau. Donc, ça va du déplacement, donc comment je viens sur mon lieu de travail, jusqu'à des moments de travail en solo, de pause, comme vous le voyez actuellement à l'écran, de réunion, de travail en équipe. Voilà. Donc ensuite, on a déployé donc, et créé une quarantaine de fiches pédagogiques, comme vous le voyez, qui sont à chaque fois avec un verso, le saviez-vous. Alors encore une fois, pas d'honneur de leçon, on n'est pas là pour dire vous ne savez pas, c'est pas bien. Et au contraire, c'est de ensuite accompagner sur le que pouvons-nous faire. Donc on a pris effectivement le parti pris de donner quelques indications, mais en revanche, ce qui nous apparaît important, c'est que les participants autour de la table puissent y réfléchir ensemble. Vous le voyez par exemple là, je vais mettre une toute petite pause, excusez-moi pour que vous le voyez. Donc par exemple, ce qu'évoquait tout à l'heure Frédéric sur réunion et travail en équipe. Donc vous le voyez, par exemple, on apporte comme information aux collaborateurs que l'empreinte carbone moyenne d'une réunion en ligne, c'est d'1 gramme par minute et par participant. Donc pour rappel, on s'est rappelé tout à l'heure, il faut qu'on arrive à ce 2 tonnes de CO2 à horizon donc, 2030, pardon. Donc ça veut dire qu'effectivement, chaque gramme compte. Hein, vous voyez, donc il s'agit effectivement d'être le plus résilient et le plus efficace sur chacun de ces sujets. La caméra est allumée pendant 1 heure de visio, puisque aujourd'hui on est sujet à beaucoup plus de visio et on le vit en ce moment-là. Finalement, 1 heure de visio avec la caméra allumée, comme vous le voyez, donc on aurait pu peut-être l'éteindre avec Frédéric, ça permettrait d'économiser en fait, un trajet de 9 km en voiture. Donc voilà, ça peut paraître effectivement anecdotique, mais tout mis bout à bout, vous voyez que voilà, finalement, on consomme beaucoup de grammes de CO2. Et donc, on voit aussi qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des réflexes de faire des visios, et c'est vrai qu'on utilise moins notre téléphone. Mais concrètement, quand on a besoin aussi de contacter quelqu'un, vous le voyez, 1 minute d'échange en audio, c'est en moyenne, ça consomme 92% moins de données qu'avec une caméra active. Voilà, c'est juste pour
avoir conscience de ces éléments. Donc, comme vous le voyez, on est sur des éléments factuels qui ont été étayés. Donc, on a fait des recherches à la fois, on s'est beaucoup appuyé évidemment sur l'ADEME, qui travaille pour le ministère de la Transition écologique, des études qui sont soit sorties dans la presse, soit des organismes scientifiques. On a vraiment cherché beaucoup de données. Et donc, sur effectivement le que pouvons-nous faire, donc comme vous le voyez là, donc les participants sont autour de la table. Donc, selon les sujets que les gens souhaitent aborder, comme je vous ai dit, il y a une quarantaine de fiches. Donc, on peut se concentrer sur des sujets divers et variés. Selon aussi ce qui nous est donné comme mission par rapport à ces sujets, certains veulent plus qu'on accentue sur la mobilité ou autre, on peut adapter évidemment les fiches à traiter. Et l'objectif, c'est que chacun lit à haute voix, en fait, une des fiches, comme vous le voyez, donc avec le saviez-vous. Et ensuite, le que pouvons-nous faire? Il y a une base de réflexion entre les collaborateurs. Dans un premier temps, on n'apporte pas la solution, parce qu'on croit beaucoup en la co-construction et au fait que les gens trouvent des solutions ensemble. Parce que vous le verrez, on est vraiment sur des solutions qui sont assez concrètes. Donc, vous le voyez, par exemple, l'idée, c'est de les faire travailler ensuite. Donc, ils émettent des idées. Donc, concrètement, ils vont positionner des post-it sur les différentes thématiques que nous allons aborder. Donc, l'idéal, et pour l'avoir déjà testé auprès de clients, c'est qu'il faut vraiment travailler thématique par thématique, parce que c'est là qu'effectivement, on creuse bien les sujets. Par exemple, pour vous donner une idée, sur le travail en solo, donc, qui est une petite iconographie que vous ne voyez pas en haut à gauche, on a différentes thématiques. On va travailler sur les recherches Internet, sur la gestion des mails, sur le numérique en général. Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a une richesse quand même assez grande sur les différentes thématiques. Donc, il faut prendre le temps de se poser par thématique et c'est là qu'on voit que les meilleures solutions émergent. Et donc, comme vous le voyez là, c'est assez simple. On est adepte de la technique des post-it, aussi en écrit. Et donc, voilà, l'objectif, c'est que chacun, effectivement, positionne et partage sur ses bonnes pratiques, soit sur ce qu'ils font déjà, à titre personnel, parce que ça nourrit souvent, finalement, des bonnes pratiques, ou alors ce qu'ils aimeraient aussi, parfois, que l'entreprise mette en place. Je vous donne un exemple, par exemple, sur le sujet des pauses. Donc, il y a la pause cigarette, parce qu'effectivement, certains fument encore, et voilà, et c'est une liberté. C'est effectivement, l'entreprise peut tout simplement adapter et avoir un réceptacle, en fait, à négo qui va pouvoir être recyclé pour fabriquer des meubles. Vous voyez, c'est juste des idées comme ça qui peuvent être apportées, en fait, aux uns et aux autres, soit qui sont principalement à la main de l'individu, mais qui peuvent aller aussi nourrir un responsable RSE qui se dit finalement, je ne pensais pas que c'était un sujet pour les collaborateurs, parce que par exemple, on n'a pas trop parlé de la cigarette. C'est un exemple parmi tant d'autres, ou d'accompagner aussi l'équipe IT, qui est souvent bien au fait de ces sujets, mais pour permettre aussi de faire beaucoup plus d'économie d'énergie à travers des utilisations, par exemple, une signature de mail. Signature de mail, j'ai une équipe de com avec nous qui sait que voilà, on a déjà partagé, plus la signature de mail est chargée, plus le mail est lourd. On pense qu'un mail, effectivement, parcourt en moyenne 15 000 km. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver effectivement à cette charte des bonnes pratiques à l'issue de cet atelier. Donc là, vous le voyez par rapport aux différentes thématiques. Donc on a en moyenne à peu près 3-4 fiches sur chacune des thématiques. Donc elles sont relativement équilibrées aussi en termes d'informations à partager. Voilà en ce qui nous concerne et la présentation que je voulais vous faire sur la démo de l'atelier à proprement parler. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est prendre conscience et faire remonter les différents impacts sur les différentes situations et activités au cours d'une journée de travail, donc sur site, bien évidemment. Comme vous le voyez, volontairement, on a écarté le sujet du télétravail, puisque celui-ci considère qu'il est avant tout personnel sur des pratiques qu'on peut avoir en dehors du lieu de travail, mais en revanche, c'est des pratiques, bien évidemment, par exemple, sur l'usage de la visio ou autres, qui peuvent être tout à fait adaptées lorsque l'on est en télétravail. Voilà pour ce qu'on voulait partager avec vous pour ce matin. Alors, si vous avez bien évidemment des questions à nous poser, nous sommes là pour y répondre. Voilà. Et donc, on voit. Alors, juste sur une des questions qui nous est posée, c'est effectivement, est-ce que cet atelier peut, à quel moment est-ce que c'est le plus opportun de faire cet atelier dans l'entreprise? Donc, ce qu'on se dit, nous, aujourd'hui, et ce que l'on voit d'ailleurs à travers les premiers contacts qu'on a avec les entreprises, c'est qu'effectivement, nous, on l'avait pensé inscrit dans le cadre d'un projet de transformation des environnements de travail parce qu'on pense que c'est
un moment assez opportun où on se repose des tas de questions sur nos façons de faire, nos pratiques, la façon dont on va travailler, etc. Mais on voit que dans beaucoup d'entreprises, ça peut se faire, j'allais dire, à n'importe quel moment. Il n'y a pas vraiment un moment plus qu'un autre, mais voilà, en général, c'est des entreprises, on a cité tout à l'heure, on n'a pas cité, mais on l'a fait entre autres avec GRT Gaz, qui est un de nos clients, donc qui effectivement, eux, ont un projet en cours, mais voilà, ils ont aussi une ambition assez, enfin, très élevée sur justement la réduction de leur empreinte carbone, en sachant qu'en plus ils ont une activité quand même qui est particulière, mais justement ils veulent vraiment tirer le fil jusqu'au bout et que chacun se sente responsabilisé dans son quotidien. Et donc on a déployé ces ateliers, voilà, à un moment qui leur semblait opportun de leur vie d'entreprise. Voilà, mais il n'y a pas, voilà, c'est typiquement un atelier qu'on peut faire, c'est un peu comme voilà, de la fresque du climat pour ceux qui connaissent. Hein. C'est vraiment ce sujet de se dire à un moment on a vraiment envie que les gens agissent plus au quotidien dans l'entreprise pour changer leur comportement et devenir plus vertueux. Par exemple, là, on a été sollicité pour accompagner un responsable RSE justement pour déployer ces éco-gestes. Mais c'est pas lié, voilà, à un projet immobilier ou de nouvel environnement de travail. Donc, ça montre effectivement, comme il faisait, que ça répond à plusieurs temps de la vie d'entreprise et ça fait partie de notre quotidien. Voilà. Autre question qui se pose, c'est est-ce que voilà, il y a des entreprises qui ont un grand nombre de salariés, on peut avoir des entreprises de plusieurs milliers de salariés. Donc, est-ce que vous, Colliers, vous êtes en mesure de pouvoir organiser l'ensemble des ateliers, ou ce que l'on voit le plus souvent, c'est des entreprises qui nous demandent en fait de former une communauté de personnes qui sera ensuite en mesure de pouvoir déployer en fait ces ateliers. Donc effectivement, c'est un process que l'on propose également, hein, de former quelques personnes dans l'entreprise à cette fresque du collaborateur éco-responsable, et ensuite que ça puisse être déployé par chacun d'entre eux, donc avec une possibilité bien évidemment de les accompagner, non seulement de les former, mais aussi de les accompagner dans les premiers ateliers, et puis ensuite de rester à l'écoute si besoin dans le déploiement plus courant de cette fresque dans l'entreprise. Donc c'est aussi quelque chose que l'on propose de mettre en place dans le cadre des entreprises. Oui, pour ceux qui connaissent la fresque du climat, c'est ce qu'on qualifie aussi de fresque. Donc, encore une fois, modestement, mais voilà, on propose effectivement le type de jeu et effectivement d'accompagner cette communauté. Ah, très bien, oui. Alors, on a une autre question qui est comment les idées émergent-elles lors des ateliers? J'ai un prompteur à droite. Donc, concrètement, donc là, j'imagine que le sujet porte voilà, sur les bonnes pratiques et les éco-gestes. Donc, ce qu'on a noté, c'est que lorsqu'on partage des informations sur les impacts des différentes activités, il y a souvent beaucoup de surprises. C'est-à-dire que les gens me disent, je n'avais pas imaginé à quel point, effectivement, ça génère, soit effectivement, ça a un impact en termes d'énergie ou en termes d'impact de CO2. Et donc, assez naturellement, les collaborateurs me disent, mais ça, on pourrait faire très différemment. Un exemple, par exemple, de la visio, parce que c'est souvent, effectivement, c'est un des impacts forts, hein, le 10 km en voiture, 1 heure de visio. Ce qui nous est dit, tout simplement, on peut effectivement mettre sa caméra lorsqu'on se présente, bonjour, et ensuite, voilà, on change effectivement, on peut éteindre sa caméra. Donc, je dirais que les idées, elles sont vraiment liées, alors, évidemment, en général, beaucoup en réaction aux informations qu'on a pu communiquer, mais aussi, on va dire, aux participants qu'on a autour de la table. Parce que très souvent, on peut avoir des gens qui sont extrêmement sachants, et il y en a. Il y a déjà des collaborateurs qui sont très investis sur des communautés RSE. Donc, eux, ils vont être naturellement plus porteurs d'idées. Et puis d'autres, justement, vont l'être un peu moins, mais avec du bon sens, hein, tout simplement. Souvent, on dit aussi que changer ses habitudes, c'est aussi souvent du bon sens et faire différemment. Mais je dirais que
pour moi, le point le plus important de comment viennent les idées de bonne pratique, c'est vraiment en réaction à ce qui a été énoncé, qui est souvent effectivement assez, voilà, parce que encore une fois, on n'a pas pu passer toutes les thématiques, mais ça comporte aussi des habitudes de déjeuner, travail en solo ou autre. Donc le temps de réflexion après l'atelier, ce que tu veux dire, en continu, c'est peut-être… On continue à penser à des sujets. D'accord. Ok. Donc là, je dirais donc le temps de conscientisation et de participation en fait sur les fiches en termes d'information, on est plutôt sur un temps de jeu d'1 heure à 1 heure et demie. Et en fait, pour nous, on associe systématiquement les bonnes pratiques, d'accord, des bonnes pratiques effectivement dans le lien d'atelier. Et donc, pour continuer à co-construire, nous, ce qu'on propose, c'est donc sur le temps, on va dire dans la démarche, une démarche qu'on évalue en 3 temps, c'est ce temps d'atelier qui est vraiment là pour conscientiser, pour mettre en route et pour initier un mouvement, ou en tous les cas pour l'enrichir s'il est déjà mis en place dans l'entreprise. Et le deuxième temps, c'est effectivement de co-construire avec l'équipe donc en charge de ces sujets, donc souvent évidemment l'équipe RSE ou un responsable développement durable, pour se dire sur les actions qui étaient peut-être moins évidentes dans l'entreprise, de voir comment on peut les accompagner. Donc, si ça porte sur des usages liés aux environnements de travail, nous effectivement, on peut être porteur, on peut pourquoi pas optimiser l'espace de travail tel qu'il est aujourd'hui pour faire différemment. Si c'est un accompagnement sur le digital, on peut travailler aussi avec l'équipe digitale pour avancer sur ces sujets. Si c'est l'optimisation d'un label, parce que comme l'a rappelé Frédéric, souvent on accompagne des entreprises qui sont soit labellisées Osmose ou Wellbeing, donc qui sont des labels d'exploitation et de vie dans le bâtiment. Là aussi, on peut effectivement se dire comment améliorer tel ou tel pilier. Donc, pour nous, c'est vraiment une démarche qui est vraiment une démarche 360 et qui doit effectivement concerner voilà, tous les pans de vie de l'entreprise. Donc, c'est vraiment de la construction, on va dire, au quotidien. Donc, de par les éco-gestes sur lesquels on va contribuer, puis ensuite avec les porteurs en interne donc, de ces sujets. Alors, de la démarche à proprement dit dans le temps global, donc sur l'atelier, donc là je vais l'exprimer, et la démarche au global, je dirais que là, pour nous, ça dépend vraiment de là où en est l'entreprise. C'est vrai que c'est pas évident de répondre aussi systématiquement. Donc, finalement, quand on prépare l'atelier, et si l'organisation le souhaite, on peut préparer cet atelier au regard du plan RSE qui est déjà mis en place dans l'entreprise. Donc ça, je dirais que c'est un temps de partage qu'on peut avoir le responsable RSE sur une demi-journée, une journée. Et ensuite, la durée de la démarche, je dirais que selon la volumétrie d'atelier qu'on a fait, parce que ça dépend aussi de la décision de l'entreprise, de se dire, soit avant d'entamer une démarche un peu plus pérenne dans le temps, je vais d'abord former tous les collaborateurs. Donc là, ça va dépendre de la volumétrie. Donc ça peut dépendre du temps. Voilà, donc je dirais que de répondre de façon voilà, systématique sur le temps de la démarche, je dirais qu'il y a le temps de l'atelier qui doit être au minimum effectivement la première étape, comme finalement un peu la fresque du climat, et ensuite d'entamer une démarche selon les sujets qui sont apportés, qui prendra un petit peu plus de temps, mais c'est une démarche qui, dans la foulée des ateliers, peut s'inscrire sur une base je sais pas, je dirais peut-être d'1 mois de collaboration avec l'équipe en place. Voilà, ça dépend encore une fois de là où en est l'entreprise sur la maturité des sujets sur voilà, sur les sujets à traiter. Oui, et peut-être pour compléter, ça dépend aussi de la façon dont on va l'inscrire en fait comme je le disais, hein, dans un processus peut-être plus global qu'à l'entreprise de réflexion autour de ces sujets de l'empreinte carbone, parce que alors nous chez Colliers, on est très attachés à ce que les équipes travaillent aussi ensemble. Hein. Quand on accompagne des projets de transformation d'environnement de travail, on aime beaucoup travailler avec les équipes parce qu'on pense que c'est quand même sur cette base que l'on peut construire une réflexion plus globale dans l'entreprise et une évolution en fait des pratiques plus globales dans l'entreprise. Donc cette fresque, elle peut être aussi un bon outil pour une réflexion en équipe sur ces bonnes pratiques qu'on peut ensuite inscrire de façon plus globale dans l'entreprise. Et si on est dans ce type de démarche, ça peut prendre un temps voilà, un peu plus long. Donc c'est vraiment voilà, c'est un outil qui a été conçu et qui peut être utilisable sous différentes formes, de différentes façons. Voilà, et on est de toute façon très ouverte avec Patricia et le reste de l'équipe. Voilà, même si vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez
après nous avoir entendu, vous avez d'autres idées, ou vous dites tiens, bah, ouais, j'aimerais bien l'utiliser comme ci, comme ça. Voilà, on est ouvert à tout échange, voilà, sur la base de cet outil qui existe et que on peut partager avec un certain nombre d'entre eux. Le point de l'adaptation, pardon, juste le point complémentaire, effectivement, ce que dit Frédéric, c'est important, ça nous a déjà été demandé, par exemple, de traiter certaines activités au bureau, et peut-être pas d'autres parce qu'elles sont déjà suffisamment portées en interne. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être du sur-mesure également. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, juste donc pour vous rappeler que effectivement, donc cette fresque du collaborateur éco-responsable est un format aussi de formation qu'on peut prendre dans le cadre de Calliope, Calliope donc qui est une certification qui permet aux entreprises de pouvoir avoir des financements spécifiques. Voilà, je vous rappelle également que donc le support et le replay vont vous être envoyés aujourd'hui, j'imagine, ou plus tard lundi. Voilà, et que si jamais vous avez des questions qui vous venaient ensuite, bien évidemment, vous pouvez, on est toujours là, hein. On ne va pas disparaître après la fin de ce webinaire, et donc que vous pouvez nous envoyer des questions par mail, donc soit à Patricia, soit à moi. Voilà, vous avez nos adresses mail à la fin du document. Donc vous pourrez nous écrire et on est très preneuse de continuer les échanges pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie encore pour votre participation et pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet aujourd'hui. Et puis, on espère vous revoir prochainement. Voilà, à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.